bonjour à tous pour cette 32e conférence du dernier mardi du mois, qui est un retour donc sur le CPLF donc 2025, sur le congrès de pneumologie, avec un état des lieux des avancées en santé respiratoire qui ont un rapport bien entendu avec la FHU. Et donc on sera à quatre pour l'animer, donc Hélène, Olivier, Frédéric et moi, en sachant qu'en dernière position, ce sera Olivier. Et donc, on a dit que pour une fois, c'est les filles d'abord et ensuite c'est les garçons. Donc, si tout le monde est d'accord, on commencera avec Hélène sur le quoi de neuf dans les dilatations des bronches. De mon côté, on va dire parler un peu de tuberculose et d'infections fongiques. Frédéric parlera sur exposition et pathologie respiratoire aujourd'hui et demain. Et Olivier sur BPCO, du diagnostic au contrôle. Donc, je vous rappelle, mais vous savez tous, que c'est notre FHU qui est labellisé pour une durée de 5 ans. On ne sait toujours pas très très bien pour la suite, même s'il semble qu'il y ait une année blanche, mais si on rend un bon bilan qui sera financé comme les 5 précédentes et nous permettra de travailler à l'identique que d'habitude. C'est pas écrit, c'est ce qu'on a cru entendre. Et que pour un FHU Respire 2.0 plutôt pour 2027, ce qui fait que la FHU Respire classique, si le bilan à la fin est correct, aura un an de plus que les 5 ans prévus initialement. Bon, à voir, hein. Je vous rappelle donc les différents partenaires de la FHU et ces conférences. Donc là, aujourd'hui, ils sont orientés vers, on va dire, les nouveautés présentées au congrès. Alors, on a actuellement deux trous qui restent sur le programme. Donc, surtout si vous avez des idées ou si vous-même vous voulez présenter, n'hésitez pas. Le premier trou, c'est le 27 mai. Le deuxième trou, c'est le 30 septembre. Mais la discussion va être peut-être de le décaler au mardi précédent, puisque le 30 septembre tombe en plein pendant le congrès européen des maladies respiratoires. Donc, c'est peut-être pas idéal. Je vous rappelle, mais vous êtes sûrement tous inscrits à la 5e journée de la FHU Respire en vidéo, avec une partie le matin de présentation, soit sur des projets à venir, soit sur des résultats. L'après-midi, un point d'étape, l'accueil de nouveaux collaborateurs et un atelier. Donc, il y a le programme qui arrive dans les boîtes mail. Qui a le nouveau Claude, mais vous c'est pareil, vous avez tous été voir, ça fonctionne. Normalement, il n'y a pas trop de soucis. N'hésitez pas à essayer de le tester. Si vous avez un souci, à nous le faire remonter. Mais normalement, ça marche mieux que d'habitude, mieux qu'avant, dirons-nous. Et donc, et on demande les mises à jour, justement en vue du futur bilan dont on n'a pas encore bien les contours, mais à mon avis qu'on va devoir faire en urgence. Donc, de mettre à jour le Claude pour le 1er juin. L'idée étant d'avoir le moins de travail possible quand on va nous demander le bilan, parce que je sais pas pourquoi, mon nez me dit qu'ils vont nous demander fin juin, nous rendre un truc en septembre et qu'on sera mal. Donc, si on peut mettre à jour au fur et à mesure, ça fera moins de boulot pour tout le monde. Et donc, je vais enlever mon partage. Je vais laisser... euh, on va arrêter le partage. Je vais laisser Hélène partager. Sauf si tu préfères que je partage et je te passe les diapos, mais je pense que c'est plus simple si tu Bon, passes tes écoute, diapos à ton rythme. hop. Là, est-ce que vous voyez pour le partage? Ouais, il n'y a plus qu'à mettre en mode Ouais, voilà, hop. diaporama. C'est nickel. Bon, ça commence par la fin, je vais repartir du début quand même. C'est Voilà. c'est mieux, c'est mieux. Bon, bah écoute, merci encore Hélène pour nous faire ce retour du CPLF sur les nouveautés dans les dilatations des bronches. Merci Claire de m'avoir sollicité. Donc du coup, retour CPLF sur les nouveautés dans les dilatations des bronches. Il y avait trois orateurs et donc premier orateur, c'était Pierre-Régis Burgel qui est à Paris-Cochin et qui nous a présenté les leçons d'Embarque. Embarque, c'est ce grand projet collaboratif européen multicentrique qui veut dire European Multicenter Bronchiectasis Audit and Research Collaboration qui a débuté en 2015 à l'initiative de l'Université de Dundee et qui inclut des patients qui ont des dilatations des bronches non mucoviscidosiques issus de 27 pays européens plus Israël.
Et donc en 2022, ça donne la plus grande cohorte mondiale multicentrique prospective. 17 000 patients ont été inclus avec leurs données cliniques, radiologiques, microbiologiques, fonctionnelles, leur traitement et leur mortalité. Et en fait, ce qu'on tire comme leçon de ces patients-là, eh bien, ça permet déjà d'avoir une vue sur le type de patient et leur phénotype. Ce sont des patients qui ont un âge médian de 67 ans, 61% sont des femmes. Ils ont des comorbidités cardiovasculaires pour 32,5% des cas. Et donc, c'est important quand on voit que plus de 53% n'ont jamais fumé et 40% ne fument plus. Il y a 31% d'asthmatiques associés au DDB, 25% de BPCO associés au DDB et 13% d'ostéoporose. C'est une maladie inflammatoire qui s'exprime effectivement comme cela aussi. En termes d'étiologie, ce qu'on apprend grâce à cette très grande cohorte, c'est que dans 38,1% des cas, les dilatations des bronches sont idiopathiques et viennent ensuite les dilatations post-infectieuses avec un gradient nord-sud et nord-Europe centrale pour ce qui est de l'étiologie post-tuberculeuse. Un peu plus d'ABPA diagnostiqués dans le Nord et de déficit immunitaire diagnostiqué dans l'Europe du Nord. En termes de microbiologie, ce qu'on apprend grâce à la cohorte, c'est qu'un quart des patients sont infectés chroniques à pyocyanique, avec là encore un gradient nord-sud, sont porteurs d'Haemophilus influenzae dans 23,6% des cas, un peu moins de 10% de Staphylococcus aureus, et mycobactéries entre 3 et 10%, avec des valeurs qui sont assez éloignées, puisque ce n'est pas systématiquement recherché sur les ECBC des patients. En termes de sévérité, ben, c'est une maladie qui est vraiment symptomatique puisque 72% des patients rapportent une bronchorée quotidienne, avec 75% des patients qui ont au moins une exacerbation aiguë par an et même une moyenne de 2 exacerbations aiguës. Avec là encore un gradient nord-sud et nord-Europe centrale en termes de sévérité, que ce soit en termes d'exacerbation, 26 versus 57% des patients dans le sud et l'Europe centrale, et puis en termes aussi de score BSI, qui est le Bronchiectasis Severity Index, qui est un score composite intégrant l'âge, le BMI, le VMS, les exacerbations, le portage de pyocyanique. Au-dessus de 9, il est dit être sévère. Et là encore, beaucoup plus de patients sévères dans le sud de l'Europe. Un quart des patients auront une hospitalisation dans l'année ou une cure intraveineuse antibiotique dans l'année. Et le VMS moyen est de 77%. Et donc, finalement, ça peut être une maladie sévère sans qu'elle soit nécessairement très obstructive. Alors, en termes de phénotype, ce qu'on apprend dans cette cohorte, c'est que on est rassuré, la purulence des crachats est bien corrélée à la gravité, mais ça en termes de score BSI, en termes d'exacerbation et en termes de mortalité. Et puis, la gravité est aussi liée à la destruction structurale des bronches sur le scanner, grâce à l'étude des scanners de ces patients. Donc, ces deux outils qu'on utilise de façon courante sont bien des bons outils d'évaluation. En termes de traitement, ce qu'on apprend dans cette cohorte, c'est que la moitié des patients sont sous corticoïdes inhalés, la moitié des patients sont sous bêta-2 mimétique, et puis on a une petite tendance en France à avoir une utilisation un peu plus importante de macrolides au long cours. Alors, si on analyse les patients qui ont un asthme, 31% des patients ont un asthme associé aux dilatations des bronches, eh bien, ce sont plutôt des femmes plus jeunes, non fumeuses, porteuses de rhinosinusites, polypose IgE, comme on peut s'y attendre. Eh bien, dans ce sous-groupe, la sévérité est moindre en termes de score BSI, la mortalité est moindre, moins d'hospitalisation et moins de portage pyocyanique. Et puis, si on étudie les patients sous corticoïdes inhalés, on a pu voir dans cette cohorte, la moitié des patients reçoivent des corticoïdes inhalés. Eh bien, si on extrait les patients qui ont une vraie indication, qu'elles soient asthmatiques, ABPA ou BPCO, il reste 3000 patients qui sont sous corticoïdes inhalés alors qu'il n'y a pas forcément ni de recommandation, ni de niveau de preuve pour une efficacité. Eh bien, ce sous-groupe a une maladie plus sévère, c'est probablement ce qui explique qu'il soit sous corticoïdes inhalés. Et si on extrait les patients qui ont une éosinophilie sanguine au-dessus de 300 par millimètre cube, eh bien, ces patients font moins d'exacerbations, ont moins d'hospitalisation et moins de mortalité à 5 ans. Donc, c'est un sous-groupe intéressant parce que c'est probablement l'indication de laisser la corticothérapie inhalée et peut-être arrêter dans le reste des patients qui ne sont ni asthmatiques, ni ABPA, ni BPCO. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme message de cette très grande cohorte? Eh bien, on a beaucoup de data épidémiologiques, c'est intéressant. Ça permet de mieux classer les malades en termes de phénotype, d'endotype. Ça permet de classer et de donner des lignes directrices pour les prochaines recommandations à apparaître, a priori fin 2025, et puis d'appuyer aussi des obtentions d'AMM.
Deuxième orateur, c'était Frédéric Schlemmer qui travaille à Créteil, qui parlait des nouveautés dans les traitements anti-infectieux. Et donc, en termes d'antibiothérapie inhalée, dans les guidelines internationales, on sait que c'est une recommandation enfin, conditionnelle pour des patients qui ont des infections chroniques à pyocyaniques. Et donc, une grande méta-analyse qui est parue en 2024 dans le CHES, qui vient en plus de d'autres méta-analyses et qui montre bien une diminution des exacerbations chez ces patients sous antibiothérapie inhalée en termes de nombre, de fréquence, de sévérité, une diminution de la charge bactérienne, une augmentation de l'éradication pyocyanique, 32% versus 20% dans le groupe placebo, une meilleure qualité de vie, pas de changement sur le VMS qui est probablement soit fixé et qui n'est pas le bon marqueur d'évaluation. Et un peu plus de résistance comme attendu, mais ça ne modifie pas la réponse au traitement. Et ça, c'était vrai pour les aminoglycosides inhalés, fluoroquinolone, colistine, sauf Astréonam, qui avait déjà montré dans des études être responsable de plus d'effets secondaires avec beaucoup d'arrêts de traitement. Qu'est-ce qu'on peut dire des macrolides? Eh bien, là encore, une méta-analyse sur les données de 341 patients inclus dans des études randomisées qui avaient des dilatations des bronches et étaient exacerbateurs fréquents. Eh bien, moins d'exacerbations, un délai augmenté avant la prochaine exacerbation, une meilleure qualité de vie, pas d'effet sur le VMS. Et ça, c'était vrai tout sous-groupe confondu, que les patients soient porteurs ou non de pyocyanique. Et donc, ce qu'on peut tirer des messages de ces traitements anti-infectieux, eh bien, oui, l'antibiothérapie inhalée a une indication chez les exacerbateurs fréquents porteurs de pyocyanique chronique, a une vraie place dans la stratégie d'éradication pyocyanique. Il n'y a pas d'AMM pour la population DDB non mucoviscidosique, peut-être courant 2025. Et on espère. Et puis pour ce qui est des macrolides, un meilleur contrôle des exacerbations à répétition, et ce, tout sous-groupe confondu, patients porteurs de PIO ou non. Et donc, l'auteur se réservait quelques précautions avec l'ECG pour vérifier qu'il n'y ait pas d'allongement de QT, un ECBC, vérifier qu'il n'y ait pas de mycobactéries atypiques, et dans ces cas-là, plutôt préférer un antibio inhalé pour ne pas risquer de résistance aux macrolides, en débutant à la posologie de 250 mg un jour sur deux. Et puis la troisième oratrice était Clémence Martin à Paris-Cochin, qui rapportait les nouveautés et perspectives au-delà du traitement de l'infection. On sait que les dilatations des bronches, c'est une maladie inflammatoire qui va conduire à l'altération structurelle des bronches qui vont se dilater et être le lit des sources et sources d'infection à répétition. Et dans ces dilatations des bronches, l'inflammation, elle est pour majorité neutrophilique. Alors la catepsine C, elle est active et elle recrute les polynucléaires neutrophiles avec par la suite, lorsqu'ils sont activés, des polynucléaires qui vont libérer de façon massive des sérines protéases, parmi lesquelles l'élastase neutrophilique et la catepsine G, qui sont des protéases donc vont détruire le tissu parenchymateux pulmonaire. Et le brensocatib, c'est un inhibiteur oral réversible de la catepsine C qui va permettre de réduire l'inflammation et l'activation des neutrophiles en limitant l'activation des protéases sériques. Et ça va agir dans la moelle osseuse au moment de la maturation neutrophilique. Et donc, une étude qui est parue en 2020 dans le New England Journal of Medicine, étude Willow, qui était phase 2, 24 semaines, des patients de dilatation des bronches non mucoviscidosiques exacerbateurs fréquents recevaient soit 10 mg de brensocatib, soit 25 mg ou un placebo. Et on peut voir, donc les courbes bleues et vertes, que dans les groupes brensocatib, eh bien, le délai avant la première exacerbation est significativement augmenté et une bonne adhérence au traitement aussi bien qu'au placebo, donc peu d'arrêts en cours de traitement. On peut voir aussi qu'il y a une diminution de la mesure de l'élastase neutrophilique dans le sputum des patients versus placebo, qu'ils reçoivent 10 ou 25 mg de brensocatib. Et sur le tableau de droite, on peut voir que le délai avant la première exacerbation est reculé, tous sous-groupes confondus, peu importe l'âge, l'évolution de la maladie, les macrolides ou non. Donc, c'est à rajouter en plus du traitement de fond, portage de pyocyanique ou non. En termes d'effets secondaires, alors on savait qu'il fallait regarder les complications cutanées et dentaires parce qu'il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome de Papillon-Lefèvre, qui est une maladie génétique autosomique récessive responsable d'un déficit en catepsine C. Et elle va être responsable de kératodermie palmoplantaire avec parotidite et avec une lyse de l'alvéole dentaire. Et donc, chez ces patients, ça a été très surveillé. Et on peut voir que dans le groupe brensocatib 10 mg, il y a un peu plus d'événements dentaires. Et dans le groupe brensocatib 25, un peu plus d'événements cutanés.
Et puis cette étude qui est parue la semaine dernière dans le New England Journal of Medicine, la phase 3 du brensocatib, là 1700 patients ont été inclus et on peut voir que de façon significative, il y a une réduction du taux annuel d'exacerbation, peu importe la posologie de traitement. Il y a 48% des patients traités qui n'ont pas d'exacerbation versus 40% dans le groupe placebo et peut-être un déclin un peu moindre du VMS dans le groupe 25 mg. Et puis une incidence accrue d'hyperkératose. Autre façon de traiter les patients DDB, eh bien, il y a aussi une inflammation neutrophilique. Et quand on regarde l'endotype éosinophilie sanguine, si on extrait les patients qui ont un asthme, une ABPA, eh bien, il reste quand même des patients dans des études qui ont une éosinophilie sur le CBC, qui ont une éosinophilie sanguine supérieure à 300 par millimètre cube. Eh bien, chez ces patients, quand on administre un anti-IL-5 ou un anti-IL-5 récepteur, eh bien, il y a une réduction des exacerbations et une stabilisation, voire amélioration du VEMS. Et ça marche moins bien si le score de BSI est déjà trop sévère. En tout cas, c'est une cible thérapeutique intéressante. Et puis deux molécules innovantes qu'elle a présentées, un anticorps bispécifique monoclonal qui s'appelle le Grémubamab, qui cible deux séquences conservées du piocyanique qui sont impliquées dans la cytotoxicité et l'adhérence du germe, qui sont liés avec succès par l'anticorps, qui pourraient avoir une activité protectrice avec une augmentation de l'activité anticytotoxique et la phagocytose des polynucléaires neutrophiles, peut-être à utiliser en prévention ou éradication. Pour l'instant, une première étude en réanimation n'était pas significativement positive. Et puis, deuxième molécule qu'on connaît depuis longtemps, les inhibiteurs du canal ENaC, qui vont bloquer l'absorption de NaCl, qui vont associer aux aérosols de sérum physiologique permettre une meilleure hydratation du mucus. Et bien, dans une cohorte de dyskinésie ciliaire, les patients avaient une tendance à l'amélioration du VEMS. Donc pour conclure, on s'oriente véritablement chez cet énorme groupe de patients mélangés des DB non mucoviscidosiques vers une médecine personnalisée qui repose sur le phénotype des patients, sur l'endotype inflammatoire, neutrophilique et eosinophile, sur le portage microbien, et puis peut-être aussi après des études sur le microbiome. En tout cas, ce qu'on a pu rapporter, c'est qu'on connaît de mieux en mieux cette pathologie et qu'il faut véritablement décortiquer le phénotype du patient pour arriver à avoir un traitement le plus précis possible. Et voilà, j'en ai terminé pour ce topo. Merci beaucoup, Hélène. Je vois qu'il y a une petite question dans le chat de Denis Charpin sur Embark pour savoir si dans la cohorte, il y avait la différence entre la maladie bronchiectasiante à proprement parler, des DDB satellites d'autres pathologies respiratoires. Je ne pense pas que ça a été présenté, mais Non, ça n'a pas été présenté. En fait, c'est classé en idiopathique et il y a des pathologies associées, asthme, BPCO, mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin dans les sous-groupes de patients. Donc, on peut toujours les retenir idiopathiques, mais pour l'instant, c'est encore très grossier et c'est des datas qui ne sont pas encore analysées complètement, qui le seront par la suite. voilà, en sachant que ouais, les datas françaises Alors, les datas sont françaises, je n'ai pas détaillé, mais on a 600 patients inclus sur ouais. 17 000 et on est très en retard de tous les autres pays, probablement parce qu'effectivement, il n'y a pas de financement qui accompagne. Donc, voilà, c'est sûr que nous, on n'a pas beaucoup de données chez nos patients. Eh ben, est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Je pense qu'on va essayer de les faire à la fois au fur et à mesure parce que sinon ça va être un peu compliqué sans perdre trop de temps. Bon, on va donc avancer. Merci beaucoup, Hélène. Faut que tu me rendes. Ouais, parfait. C'est parfaite. Alors, hop, à mon tour, je vais essayer de respecter aussi bien qu'Hélène le timing. Alors, je sais pas ce que vous voyez. Faut que je mette L'écran. en diaporama et c'est bon. Donc, je vais me mettre en diaporama et c'est bon. C'est bon comme ça? Non, je parie que c'est Voilà, c'est bon. Ouais, en plein écran. en plein écran. C'est parfait. Alors, eh bien, moi, je vais vous faire un petit panorama des nouveautés de la tuberculose aux infections fongiques. Alors, j'ai fait une petite sélection puisqu'en fait, dans la tuberculose, il y a des recommandations qui sont en cours, qui sont co-coordonnées par la SPLF et la SPILF avec de très nombreuses sociétés savantes
que vous voyez ici. Je sais pas pourquoi la SFR est restée au-dessus, mais enfin bon, voilà, toutes les sociétés savantes. Et donc forcément, c'était une session d'1h30. Donc j'ai fait une petite sélection pour pouvoir aussi parler un petit peu de champignons après. Alors j'ai essayé de sélectionner ce qui allait vraiment changer, en sachant que ces recommandations, pour l'instant, elles ont été présentées au Congrès, mais elles ne sont pas encore publiées. Alors, ce qui va changer, c'est d'abord pour les examens en visée diagnostique. Jusqu'à aujourd'hui, c'était 3 ECBC, 3 jours de suite, c'est-à-dire un ECBC par jour, plutôt le matin à jeun, 3 jours de suite. Et là, ça va passer à seulement 2, puisqu'en fait, il apporte le troisième crachat a un rendement qui rapporte très très peu en termes de récupération de diagnostic. Donc, on passerait donc à 2 prélèvements d'expectoration. Alors, par contre, des prélèvements de bonne qualité, d'au moins 3 millilitres, non salivaires. Et ces 2 prélèvements peuvent, et plutôt même c'est encouragé de le faire le même jour, et le premier étant à jeun ou pas à jeun, ce qui simplifie, en tout cas du côté des cliniciens, très clairement la réalisation. Et donc, il y a plusieurs données, bien sûr, ce n'est pas juste pour faciliter la vie des docteurs, hein, il y a des données qui montrent que voilà, on gagne pas tellement à avoir un troisième prélèvement et qu'en fait, pareil, on ne gagne pas à les répéter sur plusieurs jours plutôt que de les faire plusieurs dans la même journée et que ce soit le matin à jeun ou à un autre moment de la journée, il n'y a pas de rendement supérieur. Donc en fait, on essaie ces recommandations simplifient un petit peu le diagnostic. Alors, si le patient ne crache pas, là aussi, c'est un gros changement, puisque ce qu'on a tous appris, en tout cas pour ceux qu'on fait, voilà, qui s'intéressent à la tuberculose, et même c'est ce qui est dit aux étudiants en médecine, c'est s'ils crachent pas, on fait des bécatubages, c'est-à-dire on aspire le contenu de l'estomac, ce qui est pas très agréable. Ça doit se faire le matin, à jeun, avant que le patient ne se soit levé, puisque ça part du principe que, voilà, il faut que ce soit avant la vidange gastrique pour récupérer les barres qui ont pu être avalées la nuit et avant que le transit ne reprenne. Comme ces barres sont acido-résistants, eh bien, elles vont résister à l'acidité de l'estomac. Ces bécatubages sont pas extrêmement agréables. En fait, la littérature montre qu'ils ne sont pas meilleurs, voire ils sont moins bons, bien sûr, que les crachats spontanés. Ils sont moins bons que les crachats induits et ils sont moins bons que l'endoscopie, d'autant plus qu'ils sont pour le coup, pas moins invasif que l'endoscopie, puisque 3 jours de suite, ce genre d'examen, faut le faire, c'est pas très agréable. Donc aujourd'hui, dans les recommandations, c'est privilégier une fibroscopie bronchique, si bien sûr le patient ne crache pas, avec aspiration bronchique qui est préférable au lavage broncho-alvéolaire, suivi, si le patient y arrive, en général, il y arrive d'un BK crachat post-fibro, idéalement dans la salle d'endoscopie, et on pourra d'ailleurs faire le test antigénique, d'amplification génique, pardon, sur ce prélèvement. Et ça, donc ça c'est la première chose, et en particulier, donc le test d'amplification génique qui est recommandé l'habitude, enfin qui est toujours recommandé bien sûr lorsqu'on a un direct positif. Si on doit le faire, qu'on y croit fortement, mais qu'on n'a pour l'instant pas de direct, on peut le faire éventuellement sur le produit de l'aspiration bronchique. Ou alors, des expectorations recueillies à l'aide du kinésithérapeute et induites par un aérosol de sérum salé, mais normalement c'est l'hypertonique pour pouvoir avoir un rendement. Le problème, c'est que l'hypertonique est extrêmement mal toléré, il donne des bronchospasmes sévères et en termes de tolérance, finalement, bien moins bien toléré qu'une endoscopie bronchique. Ce qui est bien toléré, c'est les sérums physiologiques isotoniques à 0,9%. Par contre, c'est mal évalué en termes de rentabilité. Donc ça, c'est les modifications, on va dire, sur le type d'examen. Donc, en première intention, 2 examens de crachat le même jour, patient à jeun ou pas. Et en cas d'impossibilité de ces examens de crachat de bonne qualité, plutôt l'endoscopie bronchique ou alors les crachats induits au sérum salé hypertonique, en sachant qu'il faut faire ça enfin, il faut être prêt à ce que le patient fasse potentiellement un bronchospasme, y compris s'il n'a pas de maladie bronchique sous-jacente, parce que c'est vraiment très, très irritant, de l'hypertonique. En termes d'examens complémentaires, c'est ce que je vous disais, donc les tests d'amplification génique et puis surtout les tests donc génotypiques de résistance. Et là, l'idée, c'est de faire non seulement la rifampicine, ce qui est fait habituellement, mais également l'isoniazide pour accélérer l'identification des cas complexes et débuter rapidement une prise en charge thérapeutique adaptée.
Et si on peut pas avoir les deux, il faut bien sûr au minimum la résistance à la rifampicine. Et si on a, quoi qu'il arrive, une souche qui est résistante à la rifampicine, la souche doit être envoyée au Centre national de référence pour l'expertise bactériologique complète. On ne fait surtout pas de test d'amplification génique dans le suivi, puisque ce test peut rester très très longtemps positif, y compris lorsque l'évolution est parfaitement favorable, y compris à ce que la culture est négative, puisqu'en fait on cherche juste de l'ADN. Et systématiquement une sensibilité aux antibiotiques, avec un test phénotypique pour toute molécule utilisée dans le cadre du traitement antituberculeux du patient. Alors, un deuxième point important, ça a été où est-ce qu'on débute le traitement. Donc, ça a ouvert d'ailleurs une grosse discussion dans la salle. Et donc, ce qui est recommandé pour ces nouvelles recommandations, c'est donc, bien entendu, on va le débuter en hospitalisation en chambre individuelle. On est sur une tuberculose, là, on parle pulmonaire, en appliquant les mesures barrières qui sont recommandées dans la SF2H. Alors, si vous n'avez pas eu l'occasion de les lire, c'est bien sûr le masque FFP2 pour tous les soignants, mais également pour les patients obligatoires si c'est des tuberculoses multirésistantes et souhaité si c'est des tuberculoses sensibles, mais avec des barres à l'examen direct, donc fortement bacillifères. Et de maintenir tout ça au minimum 14 jours en raison de la contagiosité. Alors ça a été une grosse discussion, notamment même avec enfin, à la fois dans le groupe de travail et avec la salle sur ces fameux 14 jours, sur la date de levée d'isolement. Alors, il n'y a rien d'écrit, c'est assez compliqué. L'idée, c'est de se dire qu'au bout de 14 jours d'un traitement bien conduit, même si le patient crache encore des barres, la quantité a fortement diminué. Bien entendu, la décision de sortie sera dépendante de qui vit sous le même toit, sachant que les personnes qui vivent sous le toit du patient ont généralement été exposés avant l'hospitalisation à des quantités bien plus importantes. Ça ne juge pas de quand est-ce ces personnes peuvent être mis, on va dire, en collectivité, c'est-à-dire reprendre le travail ou retourner à l'école, à l'université, à la crèche, etc. Et tant que ces patients restent hospitalisés, en tout cas, sur les 30 premiers jours, ils doivent être maintenus en isolement. Ensuite, la question, elle va dépendre un petit peu de la forme, est-ce qu'ils sont excavés, la charge bacillaire, etc. Les patients qui n'ont pas d'atteinte respiratoire, donc qui ont une tuberculose sans risque d'avoir de transmission, peuvent quant à eux être traités, si leur état le permet, en ambulatoire. Bien sûr, il faut qu'ils comprennent bien et qu'ils adhèrent au traitement. Alors, il n'y a pas eu de changement particulier sur le traitement, simplement des petits points qui ont été précisés si la culture restait positive après 2 mois de traitement ou si vraiment on avait une tuberculose extrêmement extensive pour prolonger éventuellement le traitement à 9 mois au total, c'est-à-dire 2 mois de quadrithérapie puis 7 mois de bithérapie. Et l'arrêt possible de l'éthambutol avant M2 si on a la sensibilité à l'isoniazide et à la rifampicine. Alors, un traitement plus court, il pourrait, dans certaines situations particulières, se discuter un traitement court de 4 mois. Donc, c'est des choses qui se discutent de plus en plus et qui ont été notamment validées en pédiatrie pour des tuberculoses paucibacillaires avec un examen microscopique et une culture négative, ce qui malheureusement est relativement fréquent en pédiatrie, sans caverne, limité à un lobe, sans suspicion de résistance, chez un patient immunocompétent. Et vous le voyez, hein, c'est grâce à une étude parue dans le New England. C'est vraiment réservé pour l'instant aux enfants et comment dire, et uniquement sur des formes vraiment paucibacillaires à examen direct et culture négative sans caverne, hein. Donc vraiment sur une petite proportion de patients. Chez l'adulte, il y a des schémas qui existent à 4 mois qui ne sont pas réalisables en France, puisque notamment un des antibiotiques, enfin plusieurs des antibiotiques qui sont proposés, notamment la rifampicine, mais également le prothionamide, ne sont pas disponibles, tout simplement. Alors, il y a eu un petit point, je vous l'ai mis, alors ça peut sembler anecdotique, mais j'avoue que moi, à un moment de la présentation, ça m'a intéressé, c'est par rapport à la supplémentation en vitamine B6. Donc, vous savez
ou pas que l'isoniazide eh bien, utilise la vitamine B6 dans son fonctionnement. Et donc, chez les patients qui sont déjà plutôt carencés, eh bien, il va les exposer à un risque de neuropathie. Alors, en particulier, ceux qui consomment le plus de vitamine B6, c'est les femmes enceintes, les nourrissons allaités, mais également chez les personnes vivant avec le VIH, les diabétiques, alors les mal nourris parce que simplement ils sont carencés de base, les insuffisants rénaux chroniques, les très âgés, les alcools, et puis on va dire qu'un certain nombre de personnes qui n'ont pas dans une alimentation ou malheureusement ils n'ont pas d'aliments qui apportent de la vitamine B6. La dose quotidienne, c'est normalement 10 mg par jour. Le problème, c'est que ce qui est pris en charge par la LD 29, qui est la LD de la tuberculose, c'est des traitements pour lesquels, eh bien, on va être généralement sur des doses qui vont être 2 à 20 fois supérieures. Et donc, il y a un travail qui est en cours pour voir si sur le plan pharmaco, on pourrait très bien partir sur le principe B qui est remboursé ou le B silent avec des prises une fois par semaine ou une fois tous les 2, 3 jours en fonction. Donc j'en ai terminé sur la partie tuberculose. Je vais faire un cours parce que le temps passe très très vite. Passage sur du fongique et du fongique un peu particulier. C'est un cours des infections virales sévères. Et donc, comme vous le savez, Aspergillus fumigatus est un pathogène non strict. On en respire régulièrement. Et puis, on va dire qu'on a un certain nombre de moyens de défense. La clairance mucociliaire, nos macrophages qui vont lyser et tuer les conidies, nos anticorps spécifiques anti-Aspergillus. Et puis donc nos neutrophiles qui vont donc détruire les ifs. Donc on est protégé, on a beau respirer entre notre barrière et nos défenses, il n'y a pas de souci. Et puis, eh bien, il peut y avoir des circonstances où finalement nos moyens de défense n'existent plus. Lorsqu'on a une infection virale, entre autres, eh bien, cette infection virale va détruire la barrière épithéliale et donc réduire la clairance mucociliaire, mais aussi permettre l'invasion par les ifs, en sachant qu'en parallèle, eh bien, nos macrophages, il y aura une déplétion alvéolaire en macrophages et une diminution donc de l'efficacité de nos neutrophiles à détruire, ce qui fait que nos ifs vont rester intacts. Et donc, il peut y avoir, là on comprend bien sur ce schéma, en tout cas sur la partie théorique, une aspergillose, et comme vous le voyez, vu qu'il y a une destruction de la barrière épithéliale, une aspergillose qui peut être invasive. Alors quand on regarde dans... Oh bah ça a rebougé. Excusez-moi, je pensais l'avoir bien remis hier. Alors attendez. J'ai juste pas détruite la mauvaise diapo. Et donc, c'est des données qui existent. Eh bien, l'aspergillus sur grippe, alors grippe grave en stade de la réanimation ou sur Covid grave, eh bien, on est autour à peu près des mêmes chiffres, entre 10 et 20% d'aspergillose invasive sur grippe sévère en réanimation et à peu près la même chose sur Covid avec très clairement une différence de mortalité qui est nette, hein, autour, on va dire, d'une trentaine de pourcents dans les deux cas sans aspergillose et à plus de 50% s'il y a une aspergillose qui complique une infection virale. Donc, comment ça se passe? Comment on le suspecte? On le suspecte sur des patients qui sont hospitalisés donc en réanimation. Donc pour le YAPA sur la grippe, avec donc une grippe positive et des infiltrats inflammatoires. Donc là, idéalement, eh bien, ces patients ont une endoscopie. Alors soit on a ce type de lésion, donc on voit en fait des plaques, des ulcérations, des pseudomembranes qui sont typiques. Idéalement, bien, on les prélève, on aspire et là on part sur un diagnostic. Ou alors on peut faire un prélèvement euh, donc à la recherche d'aspergillus, mais aussi de l'antigène aspergillaire. Alors dans le lavage broncho-alvéolaire, ou éventuellement on peut le faire en sérique si la fibroscopie n'est pas réalisable et vous voyez si c'est positif, si c'est le cas. Donc après, si c'est négatif ou si ce n'est pas fait, eh bien on peut avoir éventuellement de l'aspergillus sur la culture. Après, si on n'a rien, eh bien ça enlève le diagnostic. Le scanner peut nous aider avec des lésions potentiellement donc typiques.
Sur l'aspergillose, on va dire sur la Covid, globalement, c'est à peu près la même chose. Il faut avoir l'infection à Covid, il faut avoir les infiltrats pulmonaires et pour être sûr, bah, il faut avoir l'histologie et puis de la culture. Si c'est probable, essentiellement, ça repose comme tout à l'heure sur l'antigène galactomannan, soit dans le lavage broncho-alvéolaire, soit en sérique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que le temps court, mais juste pour dire que les chiffres varient beaucoup d'un lieu à l'autre, tout simplement par l'utilisation des moyens pour faire le diagnostic. Alors, ces deux maladies ne sont pas tout à fait identiques entre la grippe compliquée d'une aspergillose et le Covid compliqué d'une aspergillose. D'abord parce qu'elles n'ont pas du tout les mêmes lésions sur le scanner. Les lésions de l'aspergillose invasive sur une grippe sont beaucoup plus typiques, soit des lésions donc cavitaires, soit de la condensation, soit des images en arbre-en-bonjon avec des nodules avec un halo périphérique. Dans l'aspergillose écovive, en fait, tout est possible. Donc, c'est impossible d'être orienté, on va dire. La deuxième grosse différence, ça va être sur le temps de survenue. La survenue de la grippe est très précoce. C'est-à-dire que globalement, l'aspergillose sur la grippe, c'est dans les 48 heures de la forme sévère du SDRA. Alors que pour l'aspergillose sur le Covid sévère, c'est 5 à 7 jours après. La deuxième différence, c'est que globalement, ça semble être un peu plus, enfin, c'est plus précoce et plus sévère sur la grippe. C'est qu'en plus, on a des grosses difficultés pour le voriconazole. Donc, je vous ai remis ça sur cette image avec clairement donc, vous voyez, une différence de survenue donc du YAPA et du kappa et que c'est finalement la partie SDRA, c'est-à-dire quand c'est l'inflammation qui a plus trop de virus, le virus a détruit que s'il y a la phase très inflammatoire et qu'il n'y a plus de barrière, où l'aspergillose invasive va se développer. Avec des gros soucis, on ne va pas non plus passer trop de temps, mais il faut juste savoir qu'il y a, du fait du métabolisme, lorsqu'il y a de l'inflammation très très importante, on va avoir des gros soucis, c'est-à-dire que le dosage plasmatique de ce qui nous intéresse, le voriconazole, va diminuer, mais celle de son métabolite qui lui est toxique va augmenter. Et donc, on va être obligé de diminuer la posologie pour éviter la toxicité de la combinaison. Donc là, il y a vraiment besoin d'énormément doser chez ces patients. Alors, il y a eu, et ça me semblait très intéressant, des études sur éventuellement la prévention. Une première sur le posaconazole chez les patients donc, qui ont une grippe grave en réanimation. Et donc, ils ont commencé le posaconazole à J1 de la réa. Et en fait, ils ont éliminé toutes les aspergilloses qui survenaient dans les 48 premières heures, se disant que le posaconazole n'avait pas eu le temps d'être efficace. Et finalement, il n'y avait pas de différence dans les deux bras, mais forcément, la majorité des aspergilloses invasives, d'ailleurs dans les deux cas, sont survenues dans les 48 premières heures, ce qui est le logique, c'est ce qu'on a vu de manière générale. Donc en fait, le posaconazole, il serait déjà mis trop tard. Le problème, c'est que là, visiblement, on ne peut pas anticiper. La même chose a été fait dans le Covid. Et dans le Covid, alors c'est une étude qui n'est pas randomisée, donc c'est difficile de conclure, mais néanmoins, on voit une différence qui semble significative, avec un intérêt qui serait approuvé dans une étude randomisée, là encore du posaconazole, pour prévenir la survenue d'aspergillose, parce que là, pour le coup, il y a un délai de 5 à 7 jours après l'apparition du SDRA, et donc un délai pour lequel le posaconazole pourrait être efficace. Ce reste à démontrer sur une étude randomisée. Et puis peut-être que le mieux, ça serait de traiter correctement notre grippe. Donc là, c'est uniquement chez la souris. Et vous voyez, ils ont alors fait plusieurs modèles, modèles de grippe, des modèles de grippe avec de l'aspergillus, et dont certaines vont être traitées par oseltamivir. Et globalement, eh bien, ce sont les groupes. Vous voyez, le mieux, c'est le groupe en vert, c'est-à-dire qui a été traité au tout départ à J0. C'est pas mal quand même pour le J2 et ensuite on voit très bien que les courbes en termes de mortalité elles chutent. Donc chez ces animaux qui ont notamment la grippe puis l'aspergillose invasive. Donc globalement, de nouvelles recommandations de prise en charge de la tuberculose sur le versant diagnostic, mais aussi sur le versant thérapeutique avec la possibilité d'un traitement court en pédiatrie.
Et puis le risque d'aspergillose invasive après une infection virale sévère à garder en tête, qui survient très précocement par moment de l'apparition du SDRA dans la grippe, plus tardivement dans la Covid, avec un diagnostic qui reste difficile, un traitement qui est pas évident du fait de l'inflammation, et peut-être un intérêt dans le futur à des traitements préventifs, au moins pour la Covid. Et le plus important, le traitement de l'infection virale précoce. Et j'ai dépassé mon temps, c'est pas bien du tout. J'ai une petite question d'Astrid dans le chat. Alors, il faut d'abord que j'arrête le partage, sinon je vois pas. Alors, ils avaient dans les études qu'on a, on n'a pas forcément les variants. Ouais, Et mais c'était patient de 2020-21, ouais, c'est des patients c'est ça, 2020-21. hein, parce Ouais, que ouais, moi, ouais. Alors, j'avais après, regardé, oui. il y a des études 2021-2022 où il y en a moins, mais la mortalité, elle est plus importante, probablement parce que ceux qui arrivent en réa, c'est des plus comorbides que ceux de 2020 qui arrivaient en Mm, réa. mm. Mais j'avais regardé la publication de Gorgneux à Rennes, Ouais, là, ouais, et Italie. ça avait été quand même, C'est sur la. lui, ça lui avait surtout décrit la première vague. Mm. euh, Voilà. Après, pour la grippe, on a eu un patient à Caen là, qui a récemment eu ça, où le traitement par oseltamivir a été arrêté de façon extrêmement précoce. Ils ont traité l'aspergillose et c'était un jeune patient hein, qui avait été greffé de moelle et qui, en fait, avait toujours une grippe bien réplicative. Et voilà, il a fini par décéder, quoi. Donc, Ouais. Je pense que le traitement de faut l'infection peut-être virale. débuter tôt, mais pas arrêter le traitement. Ah non, je suis d'accord. Voilà. Non, non, mais il faut ouais, je pense qu'il faut vraiment là le traitement de la grippe chez ces patients qui sont, enfin voilà, qui sont sur des formes qui vont ou qui ont des terrains à risque, il est fondamental, hein, parce que la réplication virale, c'est elle qui détruit l'épithélium. Donc de toute façon, on peut mettre tout ce qu'on veut comme traitement anti-aspergillaire. Euh, alors après, il y a Denis qui demandait les deux prélèvements peuvent-ils réaliser au même moment? Alors, ils sont à deux moments dans les recommandations, ils sont à deux moments différents de la journée, mais après, il n'y a pas de. Ils peuvent être faits rapidement l'un derrière l'autre. Et je vois une Ok. question. Oui, ah, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui parlait. Et il y avait une question sur la différence de présentation clinique entre l'infection virale sur aspergillose préexistante et non l'inverse. Ah oui, c'est-à-dire que alors ça par contre, j'ai pas vu de c'est-à-dire que ça serait l'aspergillose d'abord et l'infection virale après et ça donc c'était pas du tout abordé Ouais, la question, c'est le sens de la cinétique, en fait. Puisque ce que vous avez présenté, c'est s'il y a une complication par une Ouais, surinfection c'est ça. virale. Mais du coup, est-ce que dans l'hypothèse inverse, on a la même présentation clinique où il y a des mécanismes déjà différents, c'est pas la même type d'inflammation, j'en sais rien. Alors il y a beaucoup moins de données qui existent sur le cas inverse et alors Bon. je pense que c'est plutôt pas du tout le même mécanisme. Bah là, la grippe fait vraiment favorise hein, Mm. l'aspergillose. Après, un patient qui a une aspergillose chronique et qui fait une grippe, je pense que ça, ou une enfin, je pense que ça se présentera, enfin, en tout cas, ce sera pas la même physiopathe, c'est sûr, et je pense que la présentation sera complètement différente. Mais j'ai pas forcément vu grand-chose dans la littérature, dans l'autre sens, on va dire. En fait, comme des fois, il y a des mécanismes d'inhibition, c'est le cas pour les co-infections virales d'un virus sur l'autre. Je me demandais si on pouvait faire des parallèles avec virus et champignons. Non, mais c'est une Pas vraie forcément. question. Mais ouais, ça mériterait d'aller refaire un tour dans la littérature. Parce que c'est vraiment plus décrit dans un sens que dans l'autre. Merci. Frédéric, je te laisse la parole. Pas de souci, merci beaucoup. Je crois que c'est ça. C'est bon, il n'y a plus qu'à mettre en diaporama et c'est parfait. Nickel. Bon, bah, merci beaucoup de m'avoir présenté donc, sur les retours du CPLF. Donc, bah, moi, pour le coup, j'ai choisi le fil rouge qui était sur l'environnement et l'exposition donc en santé respiratoire. Donc, j'ai fait un peu de picking parce que forcément, il y avait beaucoup de choses. Premier élément, c'était la santé respiratoire, là, pour le coup, au sens large, où on a la professeure Anésie Maesnolano Et qui nous a on voit présenté. rien là, Ouais, on Frédéric. voit rien là. Ouais. Zut. Euh, alors, je vais arrêter le partage.
Vous voyez comme un grand trait rouge au milieu de l'écran. On a cru que c'était le fil rouge. Oui. Est-ce que ça... tac. Là, il y a Voilà, quelque chose? Bien là. là, c'est Ouais. parfait. Alors, c'est parfait, mais pourquoi j'arrive pas à jouer avec? Là, c'est bon? Ouais. C'est bon. Bon, ben nickel. Donc la santé respiratoire donc, au sens large et c'est ce topo qui était ciblé très environnement et très modification des pollens dû au changement climatique et son retentissement sur les maladies respiratoires, notamment l'asthme. Mais je trouvais intéressant d'élargir un peu le propos en présentant cette photo sur le fait que c'était jamais une mono-exposition et que finalement tout était intriqué sur l'activité humaine, sur le changement, sur la modification de la biomasse, sur la modification des différents pollens, tout ça survenant sur une épigénétique et un terrain génétique particulier qui pouvait aboutir à la pathologie respiratoire, ce qui était un petit problème dans les modèles, puisque très souvent, dans les essais qui évaluent ces pathologies-là, c'est une mono-exposition et finalement, il y a assez peu de vraie vie expérimentale, je dirais. Et ça m'a intéressé de mettre ça en parallèle avec la plateforme Pollurisque, donc, qui vient de se mettre en œuvre très récemment, où pour le coup, là, l'objet, c'est à terme, de créer des modèles avec une pluri-exposition où là, où vraiment la notion d'exposition multiple pourrait être mise en jeu et faire des modèles beaucoup plus réalistes et beaucoup plus extrapolables à la vraie vie sur de la polyexposition. Un peu plus léger, mais je trouvais ça amusant, sur l'exposition à l'air marin. Donc, il y avait déjà des données épidémiologiques qui montraient que quand on habitait plus près de la mer, on avait une santé respiratoire meilleure. Et ça a été évalué sur des modèles in vitro, sur des épithéliums bronchiques sains, sur des cellules primaires, où ces cellules ont été exposées à un aérosol d'embrun, alors qui était soit fabriqué en laboratoire, soit prélevé sur place, où ils ont montré qu'il y avait une modulation de l'inflammation via les TLR et via le transcrit NF-kappa B, où il y avait une réponse immunitaire qui était liée à la richesse de la composante microbienne, puisqu'ils ont analysé ces embruns aériens et ces embruns marins n'étaient pas composés uniquement d'eau et de minéraux, mais avaient dedans des phytoplanctons et une bouillie microbienne qui pourrait être liée à la modulation de l'inflammation et du système immunitaire, qui pourrait, comme ça, en extrapolant, avoir des applications sur d'autres pathologies. Et ils ont fait la même chose sur une lignée tumorale sur des A549, où ils les ont exposés à trois éléments, donc soit leur aérosol d'embrun, je dirais naturel, soit leur aérosol d'embrun synthétique, et à des inhibiteurs de mTOR. Et ils ont montré finalement la même chose, c'est que manifestement, exposer ces cellules à des aérosols d'embrun marin, qu'ils soient naturels ou synthétiques, agissait en inhibant la voie de mTOR. Voilà, je trouvais ça amusant. Donc, si on plonge, là pour le coup, dans le lien en exposition environnementale et notamment particules fines et pathologie, donc là, sur la cancer bronchique, c'est le professeur Cortot qui nous a exposé ces données qui sont très intéressantes sur le fait que il a déjà été montré que des patients exposés aux particules fines avaient un risque de mortalité par cancer bronchique qui augmentait par fragment de 10 microgrammes par mètre cube. Donc plus ils sont exposés, plus il y a de la mortalité. Et ça a été également démontré chez les gens qui ont un cancer bronchique, mais non fumeurs. Parce qu'on aurait pu mettre ça sur le compte du fait que c'était des cancers plus agressifs, plus inflammatoires du fait du côté tabagique. Eh bien non, c'est aussi démontré avec à peu près les mêmes ranges sur une exposition au PM2,5 et la mortalité par cancer bronchique. Ils ont évalué aussi l'efficacité de l'immunothérapie en fonction des différentes expositions sur un essai rétrospectif en prenant en fonction des lieux d'habitation des gens et les différents types d'exposition, où là par contre, il ne semble pas être associé à une perte d'efficacité, en tout cas il n'y a pas de différence, qui est un haut niveau ou un bas niveau d'exposition, que ce soit sur les éléments carbonés, que ce soit sur les molécules organiques. Par contre, il y a un signal, enfin il y a plus qu'un signal positif
délétères, je dirais, sur les hauts niveaux d'exposition à l'ozone. Et cette significativité semble être liée un peu à la quantité, mais surtout à la durée d'exposition. Ces particules, en gros, la question c'était est-ce que les cancers induits, ou en tout cas liés à une exposition aux particules PM2,5, avaient des particularités spécifiques? Alors, pour le coup, il y a peu de données dans la littérature, peu de différences hommes-femmes, et finalement, a priori, pas de différence histologique. Mais une équipe a évalué donc les particularités de l'atteinte PM2,5 dans la cancérogénèse bronchique en se basant sur plusieurs études. Donc déjà une étude épidémiologique où des pays et des villes différentes ont montré qu'il y avait une association dose dépendante entre l'exposition au PM2,5 et l'incidence de cancer bronchique EGFR muté. Alors que, en regardant le profil mutationnel, il ne semble pas, dans les cancers bronchiques, avoir un profil mutationnel spécifique particulière. Ensuite, ils sont passés chez la souris qui a une mutation endogène de l'EGFR et ils les ont exposés à des quantités de PM2,5 croissantes, 5 ou 50 microgrammes, et ils ont démontré que dans les poumons de ces souris EGFR mutées, l'exposition à la PM2,5 faisait qu'ils avaient plus de lésions tumorales que les souris contrôles. Et donc, ils se sont posé la question du mécanisme de tout ça. Et donc, ils ont pris des souris immunodéficientes qu'ils ont exposées au PM2,5 et ces souris, il n'y avait pas de surrisque de maladie tumorale chez les souris immunodéficientes en PM2,5 par rapport à ceux qui n'étaient pas exposés. Donc, ils se sont dit qu'il y avait probablement une voie inflammatoire et ils ont repris donc les mêmes souris qu'ils avaient pris, enfin le même fond génétique des souris du départ, avec exposition ou sans exposition, et ils ont bloqué la voie de l'IL-1 bêta. Et quand on bloque la voie de l'IL-1 bêta, effectivement, on annule le surrisque de lésions tumorales comparativement aux souris exposées au PM2,5, mais qui n'ont pas eu le traitement bloquant l'IL-1 bêta. Et donc finalement, ils sont arrivés à une espèce d'hypothèse physiopathologique. Ah non, je reviens juste en arrière, parce que la même équipe a réutilisé des biopsies bronchiques, soit prises pendant qu'on faisait une biopsie bronchique pour autre chose, soit sur des prélèvements autopsiques, mais sur des gens qui n'avaient pas de pathologie tumorale. Et donc, bien sûr, où la biopsie était indemne de pathologie tumorale, donc on va dire des biopsies bronchiques saines sur des gens sains, où ils ont trouvé qu'il y avait 18% de mutation de l'EGFR, donc j'allais dire de façon naturelle, entre guillemets. Et donc leur hypothèse physiopathologique, c'était de dire sur ces poumons donc sains, mais pour lesquels il y a déjà 18% de mutation de l'EGFR, une exposition PM2,5 par la voie de l'IL-1 bêta va activer la carcinogénèse, aboutissant à un cancer bronchique. Après la cancérologie, on va passer sur les pneumopathies infiltrantes diffuses, et notamment la pneumopathie d'hypersensibilité, qui est quand même la pathologie environnementale par excellence, où il a déjà été démontré que d'avoir une documentation de l'antigène et son éviction était clairement associé à un meilleur pronostic et une meilleure évolution que si on n'a pas d'antigène et ou qu'il n'a pas été ôté. Alors, cette étude rétrospective, qui manque probablement de puissance, ne permet pas de le démontrer, même si ce n'est pas significatif, montre quand même qu'il n'y a pas de différence entre les différents antigènes, mais que quand on n'a pas d'antigène, il y a quand même une tendance qui montre que le pronostic est moins bon. Et ça, c'est pour le coup déjà démontré dans une autre étude, mais ça me permettait de faire la transition avec un autre topo qu'on a eu juste après sur la place de l'exploration par la conseillère environnementale, puisque sous l'adage de on ne trouve que ce que l'on cherche. Et ils ont repris donc leur biopsie pour lequel leur PID, PHS, qui avait été prouvé histologiquement pour avoir une certitude diagnostique. Et ils ont repris deux types, les recherches d'antigènes qui avaient été effectuées par le médecin référent du patient, donc à l'interrogatoire, parce qu'ils n'utilisaient pas de questionnaires, qui sont d'ailleurs compliqués à utiliser, et à mettre en parallèle de ce qui avait été vu par la conseillère environnementale. Bon, il n'y a pas j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais globalement, on est mauvais, puisqu'on voit que
le médecin, par l'interrogatoire, retrouvait dans 55% des cas aucun antigène et dans 45% des cas un antigène, rarement plus, voire même jamais plus. Et dans la conseillère environnementale, on a 100% de documentation, puisque chez les patients, donc les 55% qui n'avaient pas trouvé d'antigène à l'interrogatoire à la visite de la CMEI, dans 47% des cas, 42% des cas, elle en trouvait 3, 4, 5 et plus. Et dans 58% des cas, on en trouvait un ou deux. Et chez ceux pour lesquels le médecin avait trouvé un antigène, donc 45%, on voit que dans 40%, ça confirmait. Donc, en fait, on semble avoir une bonne valeur prédictive positive, mais par contre, on a une très mauvaise valeur prédictive négative. Et pareil, dans 10 et 50% des cas, on en retrouvait plus. Donc, très clairement, le message, c'est de dire, on n'est peut-être pas très bon, peut-être parce qu'on n'a pas le temps de faire un très bon interrogatoire policier et que si on voulait utiliser des questionnaires qui sont disponibles, c'est très, très chronophage et que finalement, le fait d'envoyer la conseillère environnementale, j'allais dire, faire un peu le travail, faire un peu ce travail-là, en tout cas, c'est rentable puisque ça nous donne des antigènes potentiellement exposants et donc qui seront des sources thérapeutiques pour enlever cet antigène. La notion d'exposome dans la pneumopathie infiltrante diffuse fait gentiment son chemin et ce travail de Lucille Cessé, donc qu'elle a effectué au Danemark, montre un peu, ça valide un peu ce concept de l'exposome où ils ont repris des travailleurs, je crois qu'il y a plus, c'est des millions de travailleurs où ils ont repris une double composante, une composante questionnaire qui leur avait envoyé et ensuite la médecine du travail qui, en fonction des différents travaux effectués, ont répertorié les différentes expositions qu'ils pouvaient avoir. Donc, au final, la conclusion, c'est de dire que les patients qui avaient une PID avaient un exposome qui était différent des patients sans PID et qu'à l'intérieur des PID, même si on voit qu'il y a quand même pas mal de chevauchements, on arrive à sortir quelques expositions qui diffèrent entre les différentes PID. Donc, c'est un travail préliminaire hyper intéressant. Bien sûr, ça nécessitera des études un peu différentes pour screener beaucoup mieux et décrire beaucoup mieux les expositions. En tout cas, très clairement, exposition multiple, on en revenait comme on disait au début, et PID, il y a un lien. Et Hilario Nunes nous a fait un petit overview sur sarcoïdose et exposition, donc le rôle protecteur du tabac qui semble se confirmer, la classique association silice et sarcoïdose ou granulomatose dans une silicose, enfin en tout cas les deux sont souvent associés. Exposition professionnelle hors silice, ça tourne clairement autour de l'agriculture et des expositions aux moisissures, aux insecticides, même si ces expositions n'ont pas montré de différence entre une atteinte pulmonaire isolée ou une atteinte multi-organe. Il n'y a pas de différence entre les stades radiologiques et pas de différence entre les formes aiguës et chroniques. Sarcoïdose et poussière de métaux, c'est des données qui sortent essentiellement après le World Trade Center, où on a vu dans les suivants une augmentation très nette de l'incidence de la sarcoïdose chez les sujets exposés dans la première année, des sujets exposés aux poussières lors de l'effondrement des deux tours, survenus dans la première année post-attentat. Et sarcoïdose et pollution, un travail intéressant qui comparait finalement l'incidence de survenue et la saisonnalité, j'allais dire, de survenue des sarcoïdoses, où il y aurait une incidence beaucoup plus précoce dans les pays d'Europe du Nord, ce qui serait rattaché finalement au chauffage et aux particules émises lors du chauffage, et en Europe du Nord, mettant le chauffage plus précocement qu'en Europe du Sud, avec des incidences un petit peu différentes. Impact de l'environnement, un topo sur l'impact environnemental des activités de soins. Bon, il n'y a pas beaucoup de scoop non plus, mais globalement, un poids non négligeable tant dans l'activité de soins sur l'achat de médicaments, le transport, mais également dans la galénique des médicaments, puisque le paracétamol a un impact environnemental de la forme IV qui est beaucoup plus élevé que la forme Péros. Et bien sûr, les tenues à usage unique en termes de plastique, d'eau, de déchets, on se doute bien que ça va avoir un poids important et mettant en avant donc l'impact du soin et qui impose une réflexion des politiques de réduction de décès dont les équipes doivent s'emparer et se sont déjà emparées puisqu'il y a des tas de choses qui se font dans ce domaine-là. Et sur le plan infectieux, pour finir sur une note un peu plus amusante, mais c'est Philippe Charlier, donc, qui est paléo-anthropologue, qui nous a montré ça, qui nous a fait un topo là-dessus sur mise en évidence
de virus, je dirais, ancestraux découverts lors de la fonte du permafrost. Et ensuite, il nous a parlé de ces jeux de vacances où il évalue, il analyse plutôt les microbiotes, que ça soit sur cette momie ou là sur la tête d'Henri IV, les microbiotes respiratoires. Et il s'amuse également à faire de la paléomicrobiomique sur les latrines, que ce soit les latrines à Sainte-Hélène de Napoléon ou les latrines de cités grecques. Qui montrent deux choses. Un, l'analyse du microbiote fécal de cette époque, et comparativement à celui de maintenant. Et ce qui est très amusant, c'est que pour le coup, c'est même il a des bactéries qui sont en dormance, puisque il arrive à les remettre en culture et à les réanalyser. Donc voilà, donc tout ça pour dire que possiblement, il y a deux, trois choses qui peuvent sortir dans les années à venir. Et pour finir rapidement, sur de l'infectieux, qui n'était pas forcément de l'exposition, mais que j'ai trouvé intéressante, cette étude qui est basée sur du PMSI sur la saison 2022-2023, comparant les trois virus du moment, donc grippe, Covid et VRS. Donc là, pareil, pas de gros scoop, mais ça montre que les trois, finalement, montrent à peu près la même population, c'est-à-dire des sujets plutôt âgés, 68 ans d'âge médian, plutôt comorbides avec les comorbidités classiques, obésité cardiovasculaire et respiratoire, immunodéprimés, plus de décès chez les patients Covid que les grippes et VRS, mais quand même, les patients âgés, comorbides ou immunodéprimés payent quand même un lourd tribut. Ça fait quand même 170 000 séjours, ce qui n'est pas si négligeable, mais ce qui permet de mettre un petit focus sur l'importance de la vaccination, notamment dans ces populations. Petite place de la corticothérapie. Il y a eu une corticothérapie dans les pneumonies aiguës graves. Ça me paraissait intéressant, d'autant plus qu'elles ont intégré les nouvelles recommandations des pneumonies aiguës communautaires. Alors, des données essentiellement sur les pneumonies aiguës communautaires graves en réanimation et encore plus avec choc septique, sur l'hémisuccinate d'hydrocortisone en phase précoce à 200 mg par jour, hors grippe et immunodéprimés. Mais finalement, si on prend corticothérapie type prednisone ou méthylprednisolone, pneumocystose et VIH, oui, pas de débat, c'est démontré. Pneumocystose et non-VIH, gros débat, parce que pour le coup, rien n'est démontré. Et l'étude de Virginie Lemial sur les pneumocystoses en réanimation devrait permettre de répondre à cette question. Grippe, plutôt non. SARS-CoV-2, c'est démontré. Et dans les pneumonies graves qui ne rentrent pas là-dedans, il y a des données sur possiblement un niveau de CRP qui permettrait de rendre intéressant la corticothérapie, probablement précoce et sûrement à cure courte. Est-ce que ça varierait selon le pathogène? Donc cet algorithme qui a été émis par l'orateur sur j'ai une grippe, j'ai un champignon de tuberculose, ben non. J'ai une pneumonie aiguë communautaire chez l'immunodéprimé, plutôt pas de corticoïdes. J'ai une pneumonie aiguë communautaire avec choc septique, oui, comme pour les chocs septiques. Et si j'ai pas de choc septique et qu'on remplit les critères, ben plutôt oui, selon le New England de 2023. Et enfin, une petite vignette sur la pneumocystose tardis du post-allogreffe, pour rester dans mon topic, où cette étude bicentrique Foch-Saint-Louis a montré des pneumocystoses qui arrivent très tardivement. Donc là, ils avaient 22 patients, 7 sous immunosuppresseurs, donc on n'est pas forcément très surpris, mais il y en a quand même 15 qui étaient à distance de l'allogreffe, qui n'étaient pas forcément hypogammaglobulinémiques non substitués, qui n'étaient pas forcément déplétés en T4, et donc légitimement qui n'avaient pas de prophylaxie, et pourtant elles ont fait une pneumocystose prouvée ou probable. Et donc le message, c'était que sur ce terrain-là, sur lequel on ne penserait pas qu'il fasse une pneumocystose, il faut quand même savoir y penser. Ça renforce sur le fait qu'on n'a pas de bons marqueurs d'immunosuppression. Par contre, l'avantage, c'est qu'ils font des formes classiques, dyspnée, fièvre, verre dépoli, et que la PCR a tout à fait sa place, comme le bêta-glucane, dans ces formes-là, et que ça pourrait être intéressant, je trouve, de monter une cohorte nationale pour une meilleure compréhension de ces formes-là très tardives, pour monter une meilleure compréhension. Donc en conclusion, exposition et santé respiratoire, oui, grosse place de l'exposome qui devrait avoir une grande place à l'avenir dans tous les domaines de la pneumologie, qui nécessite des modèles avec des expositions multiples, comme on l'est dans la vraie vie, et que ça permet des pistes de compréhension physiopathologique, comme on l'a vu dans les PID ou le cancer bronchique, avec des réflexions qui pourraient se mettre sur les politiques de santé publique. Et sur le plan infectieux, les nouvelles recommandations des pneumonies aiguës communautaires qui vont pas tarder à être publiées, mais qui ont déjà largement diffusé, et une place importante sur la vaccination grippe, SARS-CoV-2 et pneumocoque, et bientôt le VRS, et je vous rappelle le guide de vaccination en pratique qui a été actualisé l'année dernière. Je vous remercie. Merci Frédéric.
Alors, t'es pas mieux que moi pour dépasser ton temps. On est deux. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on va enchaîner parce qu'on a dépassé l'heure, mais voilà. Mais on n'a pas encore eu le plaisir d'écouter Olivier, qui va nous faire la BPCO du diagnostic on contrôle. À toi, Olivier. Et merci encore. Bonjour à tous. Vous voyez bien mon diaporama en plein écran? Oui. Parfait. Donc, un petit retour sur quelques points que j'ai notés au CPLF. Bon, voilà mes liens d'intérêt, je passe rapidement. Hop. Donc, la BPCO, toujours de grands enjeux. Un des premiers étant bien sûr le diagnostic, qui est toujours tardif parce que les symptômes apparaissent tardivement pendant le développement de la maladie, alors qu'on souhaiterait vraiment les diagnostiquer très précocement, voire même avant le début des symptômes. Ce qui implique donc de mieux connaître les trajectoires et d'identifier les facteurs associés à ces trajectoires de patients pour détecter plus rapidement les futurs BPCO, dépister les futurs BPCO et détecter plutôt les patients déjà malades sans attendre qu'ils soient au stade sévère. Et donc, les facteurs de risque, on les connaît déjà en partie, hein. Il y a une part de génétique, de prédisposition génétique. On sait bien sûr que les expositions jouent un rôle majeur, le tabac, mais pas que, et on va y revenir. Mais on sait aujourd'hui que les infections au cours de la vie, et notamment dans l'enfance, ont un rôle très important. Et tous les accidents de la vie, les agressions pulmonaires dans l'enfance, vont altérer le développement pulmonaire et favoriser le développement d'une BPCO, ce qui a amené à une taxonomie des différentes causes de BPCO, mais qui en fait sont pas du tout exclusives dans la BPCO. En tout cas, ça a remis sur le devant l'existence de BPCO non tabagique, puisque vous savez que pendant un moment, BPCO tabagique, c'était presque considéré comme un pléonasme, mais en fait, ça n'est pas le cas. Et ce qui a bien été rappelé au cours de CPLS, c'est que c'est pas si rare que ça, puisque si on prend dans des populations de BPCO, eh bien la proportion de BPCO non tabagiques, vous voyez dans ces cohortes entre 2019 jusqu'à aujourd'hui, eh bien ça pouvait représenter de 20 à 40% des patients, donc c'est pas rare du tout. Et on considère, enfin dans ces cohortes, il a été identifié qu'à peu près 5 à 8% des patients, des sujets non fumeurs, étaient en fait avaient déjà des critères de BPCO. Donc en fait, c'est pas si rare. Et donc il y a d'autres facteurs que le tabac, c'était une évidence. Et donc dans les questions, ce qui se pose, c'est est-ce que ce sont les mêmes BPCO, enfin parmi les questions, est-ce que ce sont les mêmes BPCO? Et donc il y a eu des travaux pour comparer les BPCO secondaires à l'exposition au tabac et les BPCO secondaires à l'exposition aux fumées de combustion de la biomasse, qui est une autre cause très fréquente de BPCO dans le monde, notamment dans tous les pays où on se chauffe et on cuit avec du feu de bois. Et donc, il commence à y avoir des données qui identifient des facteurs génétiques et épigénétiques associés à ces BPCO, associés à la biomasse. Donc, finalement, beaucoup sont similaires des deux côtés, hein, logiquement. Donc, c'est pas évident que ce soit des BPCO différents. On a peut-être des profils inflammatoires un peu différents. Vous voyez ici, il y a peut-être un peu plus d'immunité T2 dans les BPCO liés à la biomasse. Visiblement des formes qui manifestent plus sous forme de bronchite chronique et à une proportion d'emphysème peut-être un peu moins fréquente qu'avec le tabac, mais bon, finalement, on en est encore à essayer de décortiquer ça et de voir si vraiment c'est très différent. Mais sur le plan pratique et clinique, les manifestations sont pas de façon évidente, ne changent pas les pratiques. Alors, au-delà de la biomasse, il y a les expositions professionnelles, hein. Autre cause fréquente, puisque quand on interroge des BPCO, quand on recherche vraiment, on peut retrouver jusqu'à 30% d'expositions professionnelles associées au développement de la BPCO, mais là, à ce jour, pas de grande nouveauté, parce qu'encore une fois, on a les grands secteurs avec un risque avéré, le secteur minier, fonderie, le bâtiment et les travaux publics, qui auraient plus souvent de l'emphysème, et les expositions aux matières organiques dans le textile et l'agricole, qui eux auraient peut-être un peu plus souvent des marqueurs T2 un peu plus élevés. Mais une fois qu'on a dit ça, pas de grande nouveauté, avec bien sûr des données qui suggèrent que les pesticides pourraient être impliqués dans le développement de BPCO et d'autres métiers qui sont suspectés de donner des BPCO, mais avec des données qui ont des difficultés à être concluantes. Puisque encore une fois, et ça a été présenté dans les présentations précédentes, eh bien finalement c'est difficile de faire le lien direct tant il y a de co-expositions associées, et puis avec la complexité de la vie professionnelle aujourd'hui où il est de plus en plus rare d'avoir un sujet qui a un seul poste toute sa vie. La plupart changent de poste régulièrement avec des multiples expositions, et donc faire le lien entre une exposition et le développement de la BPCO devient extrêmement compliqué.
Concernant la pollution intérieure, eh bien, il y a eu plusieurs présentations et notamment il y a des données qui suggèrent, notamment qui montrent en tout cas le lien entre l'exposition à la pollution intérieure et les exacerbations et notamment tout ce qui est sensibilisation. Et là, vous avez deux travaux qui ont été présentés. Un premier qui montrait que lorsque un sujet BPCO est sensibilisé, donc que ce soit aux moisissures, aux acariens, aux poils de chat, aux poils de chien, ben, lorsqu'il est exposé, quand il a un VMS inférieur à 50%, eh bien, il va faire plus d'exacerbations. De même, un sujet à BPCO sensibilisé à l'aspergillus et qui va être exposé va faire plus d'exacerbations qu'un BPCO non sensibilisé qui est exposé. Et donc, encore une fois, une corrélation entre la l'hôte et l'environnement qui va être impacté au niveau pollution intérieure. Alors, j'ai pas le temps de détailler, mais pour ceux qui sont intéressés, il y a cette référence de Robertson dans le JASI 2024 qui reprend un peu toutes les solutions qui peuvent être prises pour améliorer la qualité de l'air intérieur. Et vous avez de la plus effective à la moins effective quand on considère l'impact au niveau de la population. Et donc, vous voyez qu'évidemment, avoir interdit de fumer à l'intérieur, ça a eu un impact très important. La réduction des composés organiques volatiles dans les produits joue un rôle. Le fait de passer d'une cuisine au gaz à une cuisine électrique joue du rôle. Et puis, vous avez les filtres à air qui peuvent apporter un bénéfice, mais sous réserve de les utiliser correctement et de changer les filtres correctement. Sinon, on peut avoir d'autres effets indésirables à cause de cette exposition. Bref, encore une fois, l'impact de l'exposome au-delà du tabac qui est majeur dans la BPCO, c'était connu, mais qu'on continue d'avoir des données qui se développent. L'autre grand sujet dans la BPCO, c'est définir le contrôle de la maladie. Ça paraît bête et une évidence, mais en fait, ça l'est pas du tout. Comment je vais définir quel va être mon objectif de traitement chez mon patient BPCO et à partir de quand je vais considérer que mon traitement est efficace. Pour vous donner un exemple de la complexité, si on prend juste la fonction respiratoire, parce qu'un des objectifs qui semble tomber dans le sens, c'est de stabiliser la fonction respiratoire, éviter qu'il continue de se dégrader au cours du temps. Eh bien, si on considère qu'un déclin accéléré de la fonction respiratoire, c'est une chute de VMS supérieure à 50 ml, c'est ce qui ressort des études de cohorte, eh bien, en fait, c'est extrêmement compliqué à mesurer, puisque si vous faites une spirométrie à un patient, entre deux mesures, c'est tellement compliqué à faire et il y a tellement de variabilité qu'on considère que deux mesures sont reproductibles si les deux mesures ont une différence de moins de 150 ml. C'est-à-dire 3 fois la valeur à partir duquel on considère qu'un déclin est accéléré. Et donc, pour pouvoir identifier un déclin à 50 ml, il va donc falloir plusieurs mesures au cours du temps sur des durées prolongées, et c'est-à-dire qu'on va mettre du temps à détecter ce déclin accéléré. Alors bien sûr, les déclins très rapides, supérieurs à 100 ml, on va les dépister rapidement, mais les autres, c'est pas aussi simple que ça pour les dépister. Pareil, si on dit que le contrôle de la maladie, c'est le contrôle des symptômes, eh bien, une fois qu'on a dit ça, encore une fois, il faut considérer que, par exemple, si on prend l'essoufflement, qui est un symptôme majeur dans la BPCO, eh bien, l'essoufflement, il peut avoir des causes multiples. Donc déjà, il faut s'assurer que c'est bien en lien avec la BPCO. Et ensuite, à partir de quand je considère que c'est contrôlé, parce que si l'essoufflement est stable, peut-être que je suis pas au mieux de ce que je peux avoir. En même temps, s'il a une obstruction déjà sévère, eh bien malheureusement, on sait d'avance qu'on ne pourra pas faire disparaître la dyspnée. Et donc, ça pose la question de mieux évaluer ça. Et puis après, il y a le contrôle des exacerbations, pour lequel ça paraît être relativement objectif, et c'est le cas. Identifier une exacerbation, c'est quand même relativement simple. Néanmoins, il y a une variabilité saisonnière qui implique d'avoir un suivi d'au moins 1 an pour inclure toutes les saisons, pour être sûr qu'on a bien une réduction des exacerbations et que la diminution des exacerbations n'est pas juste liée au fait qu'on a mis le traitement au printemps et il avait fait 2 exacerbations virales pendant l'hiver et après on arrive à l'été, évidemment, il fait moins d'exacerbations. Donc bref, tout ça, ça pose la question du contrôle. Et vous avez ici une discussion qui a été faite avec des critères qui ont été définis, qui sont tout à fait discutables, hein. D'ailleurs, les Anglais proposent une définition beaucoup plus stricte pour les exacerbations. Ils disent que l'objectif, c'est 0 exacerbation, puisque même une modérée est associée à une augmentation de la mortalité et de l'altération de la qualité de vie. Vous avez le déclin, la capacité d'exercice, la qualité de vie, les symptômes, avec toujours la question du moment, du délai qu'il nous faut de surveillance pour évaluer ce contrôle. Mais tout ça, ça souligne encore une fois notamment un manque criant de biomarqueurs dans la BPCO. Et ce sujet a été repris par le professeur Bourdin dans une session sur l'exploration de la BPCO et de la pré-BPCO, donc je ne traite que la partie biologique, hein. Il y avait la partie imagerie fonctionnelle qui avait été prise en charge.
Et actuellement, dans la BPCO, le seul biomarqueur qui a démontré un intérêt en clinique, avec beaucoup de limites, mais malgré tout un intérêt en clinique, c'est le taux des éosinophiles. Et au-delà de ça, eh bien finalement, on est un peu démuni. Alors bien sûr, il y a des biomarqueurs qui ont été associés à certaines déterminants importants, la fonction respiratoire et son déclin, l'imagerie, les exacerbations. Certains de ces biomarqueurs, par exemple le CC16, a été associé à à des trajectoires qui conduisent à la BPCO, notamment lorsqu'il y a un déclin accéléré de la fonction respiratoire. Mais au niveau individuel, pour l'instant, ça n'a pas démontré son intérêt. Et pourtant, on a besoin de ces biomarqueurs à la fois pour identifier, encore une fois, ces trajectoires, les patients qui vont se dégrader, et pour guider les thérapeutiques. Et sur le plan des thérapeutiques ciblées, eh bien, pour l'instant, vous avez entendu parler des biothérapies. On aimerait bien avoir une biothérapie qui cible l'inflammation neutrophilique, puisque c'est quand même la majorité des patients BPCO. Et ben, vous voyez, pour l'instant, aucune des biothérapies qui ciblent ce type d'inflammation n'a montré un intérêt chez les patients BPCO. En revanche, quand on regarde les biothérapies qui ciblent l'immunité T2 et notamment les alarmines, les anti-IL-33, TSLP, les anti-IL-4, IL-13, IL-5, eh bien, lorsque la population, cette fois, est ciblée, mais très ciblée, hein, et encore une fois, il y a beaucoup d'engouement là-dessus, à juste titre, mais il faut être très clair que ça correspond à une proportion très spécifique de patients, eh bien, il y a montré un intérêt notamment la réduction des exacerbations et donc un espoir, mais encore une fois, pour une frange très étroite de la population, des PCO, et il y a encore un grand enjeu de mieux identifier la physiopathologie de la maladie et identifier des cibles moléculaires qui pourraient servir de biomarqueurs pour mieux évaluer le contrôle, l'efficacité des traitements, prédire l'avenir et pouvoir envisager de nouvelles cibles thérapeutiques pour une maladie qui reste très hétérogène, notamment en raison de cet exposome, encore une fois, qui est multiple. Voilà, je pense avoir tenu le temps. Tu as été parfait. Est-ce qu'il y a des questions? En tout cas, non, c'est nickel. Eh ben, je suis vraiment désolée parce que je suis entre autres parmi ceux qui ont fait prolonger, on va dire, abusivement. Je voulais remercier donc chaleureusement nos trois intervenants, c'est-à-dire Olivier qui vient de terminer, Frédéric juste avant et Hélène qui a débuté parce que c'était vraiment de grande qualité et je trouve que c'était sympa comme format, je sais pas ce que vous en pensez, mais de pouvoir partager voilà, ce qu'on a entendu dans les différents congrès parce qu'on peut pas aller partout qui intéresse la FHU, je trouve que c'est plutôt voilà, moi j'ai bien aimé faire l'exercice et j'ai bien aimé écouter mes collègues parce que j'avais pas tout été écouté pendant le congrès. Donc, s'il y a des commentaires, n'hésitez pas. S'il y a des questions. Non, c'était super. Bon, très bien. Merci. Et merci. Et puis, rendez-vous au 13 mai pour la journée de la FHU en visio.